J'ai eu la grande chance de pouvoir avoir des parents qui étaient très soucieux d'une éducation musicale. Et ils nous ont emmenés très tôt, on était 6 enfants, à l'Académie Assinet, simplement. J'ai démarré là avec mon professeur de guitare Geneviève Franco à l'époque, je devais avoir 5 6 ans. Et puis j'ai suivi les cours de solfège, et puis pendant presque 10 ans, j'ai traîné dans l'académie, qui est un des hauts lieux culturels, à mon sens, pas seulement culturel, mais aussi pour la beauté du lieu, qui est très inspirant. Le château Saint-Roch est un parc splendide, le château est vraiment merveilleux aussi pour travailler la musique. Et donc j'ai baigné dans cette ambiance de 3 4 fois par semaine, on allait suivre les cours là. J'étais un mordu, à partir de 12 13 ans, je savais que c'était la musique que je voulais faire. Et donc c'était pour moi quelque part un terrain de jeu, un terrain de rencontre, un terrain de son. J'ai entendu beaucoup de musiques déjà différentes à l'époque. Quand je dis différentes, c'était, on va dire, essentiellement classique. Mais mon père était suffisamment ouvert que pour ne pas avoir que de la musique baroque ou classique dans la discothèque. On écoutait du jazz aussi à la maison. Et c'est comme ça que j'ai finalement pu ouvrir mes horizons et avoir, on va dire, un socle, un certain outil à côté de moi pour la suite. Ça veut dire que les outils sont là, ils existent ici, dans la région, qu'il ne faut pas spécialement être, il faut pas être né à Bruxelles ou né à Paris pour faire de la musique et pour en vivre. Non, je dirais que, à mon sens, la chose la plus importante, c'est le silence. Pour la musique, en tout cas, c'est le silence peut-être familial. C'est l'ambiance reposante qui permet à l'esprit, à l'intelligence de l'enfant de prendre conscience de l'envergure, de l'amplitude d'un son. Et le château Saint-Roch, le lieu, était vraiment porté vers ça. Les profs étaient très soucieux, très compétents de cette installation du son, de classes qui étaient pour la part pour très souvent insonorisées ou qui sonnaient très bien pour pratiquer la musique. Et donc ça a été vraiment un berceau incroyable de, 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 de qualité sonore pour que l'enfant que j'étais comprenne l'importance de la musique dans sa vie. Voilà. Et c'est devenu pour ma part avec le temps un refuge extraordinaire. Après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un plafond de verre qu'il faut faire exploser ou bien est-ce que finalement ça se passe assez naturellement? Alors après, je dirais que évidemment, on évolue en tant qu'artiste avec le chemin qu'on décide de prendre. Moi, j'avais suivi un cursus très long, très studieux, on va dire, assis sur des bancs du solfège, à chanter mes leçons, à faire mes dictées. Et par la suite, il a fallu vraiment que j'éclate effectivement ce plafond de verre pour m'immiscer dans d'autres sphères musicales. Et le jazz a été la première porte. Vers l'âge de 15 16 ans, j'ai dit à mon père, papa, je veux à tout prix comprendre ce qui se passe dans l'improvisation. Il y avait un disque de Philippe Catherine, donc le guitariste de jazz belge, qui traînait à la maison, et j'écoutais en boucle ce disque, et mon père me disait, tu vois, ce guitariste, il improvise. Et je disais, mais il improvise, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il efface la partition et qu'il part à partir d'une grille d'accords et qu'il laisse libre cours à ses doigts, à son inspiration, à l'harmonie qu'il entend, et il improvise. Et pour moi, c'était quelque chose dans mes 10 années d'études à l'Académie classique que je ne pouvais pas imaginer. Quelqu'un qui improvise à partir d'un canevas, d'une harmonie qui était donnée. Et donc, c'est devenu pour moi un univers complètement nouveau et que j'ai voulu vraiment comprendre à fond. Et donc, à 17 ans, je suis rentré au Conservatoire flamand, donc au Koninklijk Conservatorium van Brussel, donc, qui est basé au Petit Sablon. Et j'ai vraiment passé 5 années de ma vie à étudier le jazz à fond. J'en suis sorti avec un master, mais de nouveau, j'étais très compétent, j'avais un outil de plus, c'est-à-dire l'improvisation avec moi, la compréhension de l'harmonie, j'avais l'écriture puisque la musique classique était là. Mais de nouveau, j'avais encore passé 5 grosses années de ma vie, même un peu plus que ça, à étudier de nouveau la musique. Et j'avais étudié la musique depuis l'âge de 5 ans jusqu'à 23 ans et j'en avais vraiment ma dose d'étudier la musique ou en tout cas de l'aborder sous le prisme d'une forme de scolarité. Et là, quand j'ai été diplômé, je me suis vraiment posé la question de c'est quoi ton choix de vie? C'est quoi en fait que tu veux exprimer avec ta guitare? C'est quoi qui t'habite en toi? Qu'est-ce que tu as envie de raconter aux gens et comment tu peux le raconter? J'avais l'outil d'une certaine analytique de la musique. J'avais des oreilles, on va dire, qui étaient formées à ça. Mais j'avais peut-être pas encore expérimenté la spontanéité de la musique, c'est-à-dire qu'elle se partage pas seulement sur des bancs scolaires, pas seulement dans des institutions, mais aussi dans la rue.
Et mon premier voyage, je me suis décidé à partir en Andalousie pour partir à la rencontre du flamenco, mais d'une façon complètement ouverte. C'est-à-dire, je n'avais aucun plan de rentrer dans une école pour étudier. Je voulais juste voyager dans la rue, aller dans quelques grandes villes espagnoles d'Andalousie, à commencer par Séville, Grenade, Cordoue ou Jerez, et d'aller chercher du flamenco, d'aller écouter la musique. On m'avait beaucoup dit, c'est une musique qui vit beaucoup par tradition orale, pratique dans les familles. Et j'ai voulu partir à cette rencontre-là. Donc ça a été pour moi un monde des gitans que j'ai dû aborder, faire des rencontres, s'immiscer aussi dans ce monde-là qui n'est pas du tout simple. Mais la grande chance que j'avais, c'était que j'avais l'harmonie avec moi jazz. Le jazz a été un outil incroyable pour pouvoir pénétrer ces milieux-là et avoir une crédibilité à leurs yeux. C'est-à-dire que je n'y connaissais absolument rien en flamenco. Les compas, comme on appelle ça, les rythmiques m'étaient complètement inconnus, donc je ne comprenais pas ce qui se passait au niveau des codes. Mais par contre, eux étaient complètement noyés dans les harmonies, n'y connaissaient rien du tout. Et donc, j'utilisais cette porte pour échanger la musique avec eux. Et c'est devenu une expérience réellement dingue pendant presque 3 ans de ma vie où j'ai fait des allers-retours vers l'Andalousie, j'ai résidé un peu partout et j'ai appris énormément de choses, surtout que la musique était partagée d'une façon très très libre et très spontanée, donc elle pouvait émerger en dehors des institutions, en dehors des salles de concert, qu'elle pouvait émerger dans une culture, qu'elle pouvait s'exprimer dans un village, qu'elle pouvait s'exprimer sur un lieu de concert, mais dans un tablao, qu'elle pouvait être chantée, dansée d'une façon complètement novatrice pour moi, que je n'avais pas vécu dans ma famille. Dans ma famille, on allait à l'académie, on prenait la voiture, on allait étudier nos petites leçons, et puis on rentrait, puis on étudiait seul ou avec son frère, puisque mon grand frère jouait la guitare également. Donc c'était très codifié quelque part, il y avait quelque chose de très institutionnel dans l'apprentissage. Il faut casser ça, il faut parfois un peu vouloir briser ce genre de code institutionnel. Mais je ne sais pas s'il faut les briser automatiquement, je dirais que dans ma nature, c'était nécessaire de les briser. Briser les codes, aller plus loin, chercher toujours ce qu'il y a ailleurs. Par nature, par ma sensibilité, ça m'intéresse. Encore maintenant, je continue à m'intéresser à beaucoup de musiques différentes. J'ai passé presque 10 ans de ma vie à voyager après les écoles pour de nouveau essayer d'aller chercher des influences en Afrique, à Madagascar, au Mali, au Paraguay, pour repartir sur les traces de musiciens que j'avais joués quand j'étais gamin. Agustín Barrios, qui est un grand compositeur paraguayen, pour essayer de comprendre d'où ces gens-là venaient avec leur musique et comment ils avaient fait émerger d'une façon plus vaste, puisqu'ils sont reconnus par le monde, et quelle avait été leur démarche, en l'occurrence pour lui, pour sortir de sa forêt, parce qu'on raconte beaucoup que c'est un musicien paraguayen extraordinaire, et qu'on le présente toujours comme étant un musicien des années 20, 30, qui a réussi à faire émerger sa musique, alors qu'il était juste un Guarani, donc un pygmée de la forêt amazonienne. Donc pour moi, c'était des choses tout à fait étonnantes. Et finalement, il y a toujours eu un leitmotiv qui est de comprendre quel est le chemin que la musique peut parcourir, jusqu'où elle peut être partagée. Quand on va si loin, est-ce qu'on prend ses racines avec soi ? Est-ce qu'on part aussi avec la volonté de garder quelque part ses racines propres ? Alors, bien sûr que les racines, on ne peut pas les renier. Je veux dire, quelqu'un qui cherche à effacer ou à gommer, de toute façon, on n'y arrivera pas. C'est en vous, c'est là, vous l'utilisez, vous allez puiser dedans, vous les quittez par moments, vous les rejetez par moments, mais par la force de la vie, par la force de la musique, j'y reviens toujours. C'est pas pour rien que je me suis vraiment spécialisé dans la guitare nylon. J'ai grandi avec la guitare classique derrière moi. Maintenant, en studio, je pratique toutes sortes de guitares, mais profondément, mon âme est dans mes racines de ce son de la guitare nylon, qui n'est pas quelque part la guitare la plus populaire, parce que la guitare acoustique ou la guitare électrique sont des instruments extrêmement plus populaires. Mais la guitare nylon revêt une sensibilité qui, moi, me rappelle avec nostalgie mon enfance, avec bienveillance, avec tout l'amour que ça m'a apporté. Et donc, comme je le disais, c'est un refuge pour moi. Et donc, continuer à pratiquer cet instrument-là, c'est réellement me permettre de garder une passion dans la vie, une curiosité, une envie d'aller plus loin.
Cette corde qui vibre sous les plafonds du château Saint-Roch, elle vibre aussi partout ailleurs dans le monde. C'est la même note qu'on va chercher un peu partout, travailler différemment. Oui, c'est la quête du son. C'est la quête pas forcément de la technicité de la musique, parce que la technicité ne m'intéresse plus beaucoup, mais je dirais simplement c'est la beauté d'un son et comprendre pourquoi certaines musiques touchent plus que d'autres, pourquoi certains compositeurs touchent plus que d'autres, peut-être parce que il y a justement cette approche, cette finalité avec le son qui est réellement important, intéressant pour le compositeur, presque obsessionnel. Chez moi, c'est une obsession. J'aime le son qui vit, j'aime le son qui est partagé avec simplicité, avec douceur, en tout cas dans ma musique, celle que j'écris, celle que je compose. Et c'est réellement, je crois encore une fois, une chose que j'ai vécue dans mon enfance. J'étais juste moi-même avec ma guitare, mon professeur de guitare, et en fait la guitare c'est extrêmement doux comme instrument. Et donc je crois que quand on est gosse, on absorbe toutes ces vibrations. Ça reste des vibrations, ça reste des fréquences et avec lesquelles votre corps vibre et elle vous accompagne pour des années. Ce travail, cette recherche d'artistes, est-ce qu'aujourd'hui c'est suffisamment valorisé? Est-ce que c'est suffisamment pris en compte à un plan plus politique en fait? C'est une question très vaste. Je dirais que dans mon cas, effectivement, ce qui s'est avéré être très important dans mon parcours, c'est de comprendre comment le structurer, administrativement parlant. Donc c'était bien de voyager, c'était bien de commencer à faire mes premiers petits concerts, c'était bien d'écrire un petit peu ma musique pour d'autres gens, toujours d'améliorer ce que je pouvais améliorer, de progresser, comment enregistrer un album, etc. Mais la vraie difficulté pour l'artiste, en dehors d'être créatif, c'est d'être organisé. Et la véritable complexité en Belgique doit être vraiment dépassée, surpassée par l'artiste qui souhaiterait être le plus créatif possible. Et il y a plusieurs outils, de nouveau, qui existent pour arriver à accompagner l'artiste dans son chemin. Et je dirais que dans mon cas, moi, j'ai choisi un chemin vraiment de chemin indépendant, libre. Et il s'est avéré que j'ai eu la grande chance, il y a une dizaine d'années d'ici, d'acquérir le statut artistique. C'est-à-dire qu'on ne l'acquiert pas, mais on le renouvelle. Et donc, par le fait que mon activité devenait de plus en plus importante, prégnante dans mon temps, par la force des choses, il s'est avéré que les contrats étaient suffisants, que les commandes étaient suffisantes. Et j'ai pu ainsi, aux yeux de l'administration, faire reconnaître que j'étais un artiste qui réellement vivait de son art et par moments vivait moins de son art. C'est tout l'art de l'artiste, c'est-à-dire c'est d'accepter les périodes de travail intense et d'accepter aussi que la vie ne vous met pas toujours dans l'inspiration, qu'elle ne vous met pas toujours dans le confort d'avoir du boulot, mais aussi dans la solitude du métier, dans la recherche d'un employeur potentiel, que ce soit un programmateur, que ce soit un théâtre qui vous engage pour une pièce de musique, que ce soit un réalisateur pour une musique de film. Dans mon cas, voilà, il y a vraiment plusieurs panels, on va dire un paysage, mais qui recouvre beaucoup de canevas différents pour arriver à vivre et à certains moments survivre de la musique. Voilà. Il y a aujourd'hui des choses que vous voudriez pouvoir dire ou revendiquer. Je dirais que j'ai la grande chance d'avoir dépassé cette étape, c'est-à-dire que maintenant je vis pleinement de mon art, je voyage pour la musique, donc où que je sois, en l'occurrence ici je vis dans un petit village du Condro, et j'ai tout installé pour que mon univers sonore soit agréable, bien et créatif, et j'ai la grande chance d'être connecté au monde entier, pas seulement par le net, mais je voyage beaucoup pour les concerts, pour les tournées, ça va de l'Espagne en passant par la France, l'Allemagne, quelquefois les États-Unis ou encore l'Afrique. Et du coup, peu importe le lieu où vous habitez, ce qui compte, c'est le rayonnement de votre musique et comment votre musique, avec le temps, travaille pour vous. Et c'est ça, je pense, le secret de pouvoir durer dans le temps, c'est que, oui, évidemment, certains vont dire le buzz est à tout prix nécessaire pour vivre de la musique. Et moi, je dis non. L'important, c'est d'avoir une vague très lente, mais de qualité. Et c'est une vague de toute une vie. Quand vous êtes musicien, je pense que vous le savez, et vous le savez pour longtemps. Et donc je crois appartenir à cette caste, on va dire, à cette communauté de musiciens qui sont des musiciens un peu de l'ombre,
qui ne sont pas des gens qui passent à la télé, mais qui travaillent dans l'ombre et qui font un travail sur la longueur. Et de temps en temps, les gens entendront parler de vous, mais ce n'est pas une obsession pour moi. Ce qui compte, c'est la qualité de ce que j'ai à partager, c'est la qualité du discours qui va au-delà de la musique aussi, parce que c'est un acte politique que d'être artiste ou que de revendiquer sa place d'artiste au sein d'une société, au sein d'un village qui effectivement ne comprend peut-être pas toujours comment je fonctionne, comment je vis. Et ce chemin-là, pour moi, il reste réellement passionnant.